Alors, c'est l'heure de notre café politique en ce vendredi 13 juin. Il me fait plaisir d'accueillir à Fredericton, dans la capitale, Alix Villeneuve, notre collègue journaliste à ici Acadie. Merci d'être là cette semaine, Alix. Bonjour Martine, c'est un plaisir. Et puis à Caraquette, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, François Gravel. Bonjour, François. Bonjour Martine, grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, surtout un vendredi 13, alors aussi bien le commencer en agréable compagnie. C'est fou quand même. J'ai donné la date à maintes reprises aujourd'hui, puis ça m'a même pas frappé encore. C'est vous dire que je suis pas du tout superstitieuse. Donc, voilà, tout va bien. Nous allons commencer avec notre premier sujet. Et je vais commencer avec vous, François, à Caraquette. Tiens, on va choisir de décortiquer ce rapport du vérificateur général des logements gouvernementaux pour personnes dans le besoin qui sont en piètre état. C'est Alix qui nous parlera de ce volet dans un moment. Mais d'abord, avec vous, François, Énergie Nouveau-Brunswick, déjà, on le sait, très endetté, a des enjeux financiers de taille, mais est blâmé dans le rapport du vérificateur général pour une gestion d'un programme de retraite anticipée qui finit avec un surplus d'employés plutôt que moins d'employés. Bref, on n'a pas atteint la cible, là. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Énergie Nouveau-Brunswick en ce qui a trait aux mauvaises nouvelles, aux controverses, aux difficultés. Ouais. Alors, donc, dans ce cas-ci, c'est le rapport du vérificateur général qui s'est penché sur le programme de retraite anticipée d'Énergie NB qui avait été mis en place pour permettre à notre Société de la Couronne de réduire, de réaliser des économies. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, vous l'avez dit, là, malgré ces retraites anticipées, Énergie NB compte maintenant plus d'employés qu'avant la mise en place du programme. Elle a surestimé les économies réalisées. Le vérificateur général conclut même que la plupart des personnes qui ont accepté l'incitatif pour prendre leur retraite l'auraient fort probablement pris de toute façon, si on se fait aux données historiques, le pourcentage de gens qui prennent leur retraite à chaque année selon leur âge et tout ça. Il y a des employés qui ont reçu des indemnités de départ et qui ont ensuite été réembauchés. Il y a même un employé qui est demeuré au travail 2 ans après avoir reçu son indemnité. C'est ce que poussé le chef du Parti vert, David Cohn, a parlé d'un gâchis. Énergie NB, par contre, est en désaccord, il faut le préciser, avec les conclusions du vérificateur Oui. en disant qu'il y a eu des exceptions, des situations particulières, que tout s'explique, et que le programme, lui, a bien fonctionné et qu'il permet d'économiser 13 millions de dollars annuellement. Le problème pour la PDG Laurie Clark, c'est que l'organisation qu'elle dirige n'a plus beaucoup de crédibilité dans l'opinion publique, ce qui fait qu'entre ses conclusions à elle et celles du vérificateur général, je crains pour elle que celles du vérificateur général pèsent pas mal plus lourd dans la Et balance. vous l'avez dit, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle d'une autre tuile qui tombe sur la tête d'Énergie NB, mais elle Oui. résiste, Laurie Clark, hein? Elle est toujours là, toujours aux commandes. Euh, Oui, c'est vrai, vous avez raison, et elle n'est c'est pas remise en intéressant. question non plus. Non plus. Je m'y étais pas attendu, mais vous avez tout à fait raison, elle est Hmm. bien en place, et oui. Encore là. Alors, on va avec vous, Alix, parler de ces logements. Et on le sait qu'il y a un besoin, d'abord pour qu'il y en ait de nouveaux de ce type de logement pour les plus vulnérables, mais c'est que ceux qui y vivent déjà, ils attendent pour des réparations. Et franchement, il y en a beaucoup qui ont besoin d'amour, là. Ben, en fait, Martine, les constats du vérificateur général étaient assez dramatiques là, cette Ouais. semaine. Lorsqu'on parle de réparation de toutes sortes, là, des portes, des fenêtres, ou même dans les cas les plus graves, des gestions de parasites, il y a des retards Mm. absolument impressionnants. On parle même de 100 jours pour remplacer un détecteur de fumée. Puis dans les problèmes d'infestation, il y a eu des cas où c'était plus d'1 an là, avant que le problème soit réglé. Vraiment. Mais une chose qui m'a surpris au terme de l'exercice de lundi, c'est le mardi plutôt, c'est je n'étais pas pleinement convaincu qu'on a été au bout des choses avec cet exercice-là du rapport. Ce que je m'explique, c'est que le vérificateur général ne pouvait pas dire si les données qui reflètent ces retards-là étaient authentiques, si elles avaient été vérifiées et fidèles à la réalité. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est ce que dit la province. La province, concernant tout l'aspect des travaux en retard dans ces logements, a répondu que l'enjeu semblait surtout être un problème de données mal complices, c'est-à-dire qu'il y a eu des Mm. demandes de services qui ont tout simplement jamais été fermées et qui rentrent dans la catégorie de retard très important. Puis moi, ce que je me demande ici, c'est bon, évidemment, le vérificateur dit que c'est important que la province gère bien ses données. C'est vrai, si c'est un des apprentissages que l'on peut apprendre d'un tel rapport, c'est tant mieux. Mais un rapport du vérificateur, c'est des longues enquêtes, plusieurs mois. On veut aussi que ce genre d'exercice-là puisse en faire plus que de simplement rappeler à la Mm. province de bien rentrer ses données en ligne. Euh, si on avait été vérifié
au moins certains cas où on sait que les données étaient mal compilées et qu'il y a d'autres cas qui ont eu vraiment des retards, on aurait pu diviser vraiment les deux problématiques. Si la province s'était fait montrer, voici une partie de données mal compilées, mais voici une série de retards à laquelle il faut vous attaquer, probablement que sur la place publique et pour la province, on aurait eu un portrait plus précis de la situation réelle qui touche ces personnes-là. Et probablement que la province, avec dans ses engagements subséquents qui est arrivé après le rapport, bien, probablement qu'elle aurait eu des engagements avec des cibles de reddition de comptes plus facilement Peut-être, oui. vérifiables dans les prochains mois, prochaines semaines. Parce que nous, on ne sait pas c'est quoi la situation réelle sur le terrain. On va probablement le savoir à un moment donné lors des suivis. Mais on peut s'attendre à ça dans le rapport de VG, d'avoir ces détails. Oui, mais on ne pourra pas comparer avec la situation actuelle parce que la province continue de dire que les données étaient mal compilées. Donc, est-ce qu'on ne pourra pas mesurer quelle était l'amélioration dans quelques mois, dans quelques années concernant ça? Il faut dire aussi que le ministre a accepté le principe puisqu'il dit que même si son ministère dit qu'elles sont peut-être mal compilées, l'importance ou l'urgence de la situation, il la croit réelle. Merci beaucoup, Alix. On passe au prochain sujet. Et je vais rester avec vous parce que vous avez compilé le nombre de fois où nos élus s'expriment en français, Alix, à l'Assemblée législative. Et puis, bien, force est de constater qu'on n'est pas tout à fait province bilingue quand vient le temps de parler de la place du français dans les échanges, hein? Bien, en fait, c'est marginal. Là, on parle de 9 d'utilisation pour le mois de mai-juin. Et j'ai réalisé aussi que peut-être les principaux intéressés ne l'avaient pas réalisé de leur côté. Là, les députés qui semblaient un peu surpris de ces constats-là. Puis ce qui explique, en fait, c'est qu'on a des ministres majoritairement bilingues, oui, mais l'opposition ne posant ces questions qu'en anglais ou presque, c'est là qu'il y a une majorité d'anglais parce que le gouvernement va avoir la courtoisie d'offrir la réponse dans la langue de la question la plupart du temps. Donc ici, bon, il y a deux choses. Il faut de un que l'opposition, si on veut atteindre un meilleur équilibre, pose des questions en français lorsqu'ils en ont la capacité. Peut-être également aussi, tu sais, répondre dans la langue de la question, c'est une valeur, c'est une courtoisie qui est offerte, mettons, à Ottawa. Ce ne l'est pas toujours au Nouveau-Brunswick. On se souvient de Blaine Hicks ne l'avait pas fait. Si on veut atteindre cet équilibre-là, peut-être qu'il y a là aussi une réflexion à y avoir. Très intéressant. François, est-ce qu'on doit laisser tomber le principe de courtoisie dans le contexte du Nouveau-Brunswick? Il n'y a pas de principe à respecter ou non. En fait, la question, finalement, c'est... Et ce n'est pas non plus aux députés anglophones de s'assurer que la langue française rayonne à l'Assemblée législative. J'étais vraiment content de voir le reportage d'Alix parce que j'ai remarqué la même chose, moi aussi, bien sûr, dans cette nouvelle législation-là. Mais en fait, ça fait des années que le français est sous-utilisé à l'Assemblée législative. J'ai écrit des éditoriaux là-dessus. J'ai montré du doigt certains députés. J'ai nommé des noms. Mais rien ne change. Et rien ne change parce que pour les députés anglophones, mais aussi pour un grand nombre de députés acadiens, parler français à l'Assemblée législative, ce n'est pas important, ce n'est pas une priorité. Je ne dis pas que c'est un complot ou rien de ça, ce n'est pas quelque chose auquel ils accordent de l'importance, tout simplement. Des députés acadiens qui représentent des circonscriptions à très forte proportion francophone, qui parlent français à la maison avec leurs conjoints ou conjointes, avec leurs enfants, à l'épicerie, au Tim Hortons, vont ensuite préférer s'exprimer en anglais à la législature. J'écoutais Susan Hall dans le reportage, Claire Johnson, Chuck Chiasson, dire exactement ça, que c'est par courtoisie, on leur pose une question en anglais, alors ils répondent en anglais. Mais ce qu'ils nous disent, dans le fond, c'est que c'est plus important d'être poli à l'endroit d'un député anglophone et de lui répondre en anglais que de parler la langue des Acadiens dans ce qui est la maison du peuple. Et de toute façon, ce n'est pas mieux quand ils sont dans l'opposition. C'est une excuse, ça, mais quand les députés libéraux étaient dans l'opposition avec Blaine Hicks au gouvernement, on avait un caucus libéral très acadien et malgré ça, les questions étaient très majoritairement en anglais. Des députés comme René Legacy, Chuck Chiasson, Keith Chiasson posaient leurs questions presque uniquement en anglais pendant les périodes de questions quand ils étaient dans l'opposition, peut-être parce qu'ils espéraient être pris plus au sérieux par les ministres unilingues, je ne sais pas. Je sais que parfois, il y a des députés ou des ministres anglophones qui ne prennent pas la peine d'écouter la traduction simultanée. Mais au-delà de tout ça, le français reste invisible et ça ne change pas.
Parce que, autant au sein du Parti libéral qu'au sein du Parti progressiste conservateur, la place du français à l'Assemblée législative, ce n'est pas un enjeu qui compte à leurs yeux. Et c'est comme ça depuis des années. Et ce sont des députés qui représentent des citoyens. Alors, comme pour tous les autres enjeux, si vous êtes citoyen et c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez écrire à votre député et lui dire ce que vous en pensez de la langue qu'il emploie à l'Assemblée législative. Hein. On verra si ça fera son chemin. On va passer au troisième sujet. Et je vais rester chez vous à Caraquette, François. Je ne sais pas si vous, ça vous a surpris, mais moi, je n'avais pas vraiment vu ça venir comme possible projet à proposer au fédéral que d'ajouter un deuxième réacteur nucléaire à Pointe-le-Pro, au Nouveau-Brunswick. Un deuxième réacteur nucléaire. Et on n'a pas fini d'en parler si ce projet-là progresse. La centrale de Pointe-le-Pro a été planifiée et construite de manière à ce qu'on puisse y ajouter éventuellement un deuxième réacteur nucléaire. C'était prévu comme ça dès le départ. Donc, on n'est pas dans le pelletage de nuages. C'est un projet réalisable. Oui. Aussi, la centrale nucléaire, ce n'est pas de l'énergie verte, c'est pas écologique, là, pensons aux déchets nucléaires, mais c'est une source d'énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Dans l'optique du réchauffement climatique, c'est positif, là, le nucléaire. Cela dit, Énergie Nouveau-Brunswick, avec tout ce qu'on sait, avec tous les problèmes qu'elle éprouve, la construction d'un deuxième réacteur, et c'est un pensez-y bien. On parle d'investissements là, colossaux là, qui vont totaliser des milliards de dollars avec des dépassements de coûts, des retards, des problèmes imprévus. Tout ça alors que le premier réacteur, lui, est souvent en arrêt, que Énergie NB est surendetté, qu'il faut prévoir la réfection du barrage hydroélectrique de Mactaquac, ce qui va coûter d'autres milliards de dollars. La stratégie de Susan Hall, elle réalise qu'elle ne peut pas y arriver seule. Hein. C'est de convaincre Mark Carney et le gouvernement du Canada d'inclure cette idée du deuxième réacteur dans des projets d'intérêt nationaux là, que M. Carney peut avoir débloqués, ce qui permettrait d'aller chercher présumément là, des fonds fédéraux très importants. Et on sait que dans les projets nationaux de M. Carney, l'énergie prend beaucoup de place là, sous la forme d'oléoducs, entre autres. Là. Si Ottawa allonge la monnaie, si d'autres partenaires participent à l'aventure, on nomme souvent Ontario Power Generation, tout est possible, mais je vous garantis, Martine, que si c'est le cas, on va en parler souvent, très souvent dans les prochaines années au café politique, parce que des problèmes, des controverses, des dépassements de coûts, il va y en avoir et pas rien qu'un peu. On verra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alix, de ça? Bien, Martine, il me semble que la liste de projets nationaux s'allonge de plus en plus aussi. On va faire des choix. C'était supposé être une courte liste à l'ensemble du pays. On parlait peut-être d'une dizaine de projets. Puis juste pour le Nouveau-Brunswick, déjà, bien, on parle d'une ligne de gazoduc, d'un réacteur nucléaire et des lignes de transmission supplémentaires. On va voir comment cette discussion-là va évoluer. Oui, très hâte de voir, en effet. Dans le court terme, c'est difficile encore de se trouver un ancrage sur ce que ça voudra dire concrètement. J'en ai parlé avec le ministre Leblanc. Bref, tout ça est en chemin. OK, il reste du temps pour nos cafés, chers amis. Alors, on s'est réservé un beau 4 minutes. Je vais commencer avec notre invité cette semaine, Alix Villeneuve, à Fredericton. Vos cafés vont vers qui? Eh bien, j'ai deux cafés, Martine. Le premier, un café chaud aux jeunes de 18 à 24 ans. Élections Nouveau-Brunswick vient de publier son rapport sur les élections avec plusieurs statistiques et on constate qu'il y a eu moins de jeunes de 18-24 ans qui étaient inscrits sur la liste électorale que les dernières fois, mais ils ont voté beaucoup plus en termes de proportion. En fait, le taux de participation est à 76 %, c'est le plus élevé. Les jeunes inscrits ont voté plus que les 65-84 ans inscrits qui, normalement, eux, sont la tranche d'âge qui vote le plus. L'autre café est un café corsé pour les circonscriptions du Nord, car ce rapport-là détient aussi une mauvaise nouvelle pour les circonscriptions du Nord. Ils ont eu une diminution d'électeurs inscrits depuis 2 ans, lors du dernier recensement qu'il y avait eu lors du redécoupage. Donc, elles sont de plus en plus petites, alors que la province, elle, augmente en population. Lors du prochain redécoupage en 2030, ça se peut qu'il y ait des surprises qui arrivent pour les circonscriptions du Nord. Ce serait intéressant aussi. On pourra peut-être mieux prendre la mesure aussi de l'immigration qu'on connaît depuis les derniers temps là, dans les prochaines données démographiques. Mais bref, c'est digne de mention. Merci pour ces cafés. De votre côté, François Gravel, cette semaine, quels sont vos cafés? Premier café à la première ministre Susan Holt. Pour revenir aussi à la langue d'utilisation de la législature, tantôt, Mme Holt a une habitude. Hein, souvent, au lieu de poser une question en français, elle va faire une amorce en français, une ligne ou deux,
avant de poser la question en anglais. Il y a ça aussi qui nuit beaucoup aux statistiques. Les autres premiers ministres ne faisaient pas ça. Donc, café sucré, par contre, c'est pas en lien avec ça. C'est plutôt avec le fait qu'elle continue de jouer d'un fort taux de popularité. C'est ce que nous révèle, en fait, un sondage national de Angus Reid. Il n'est pas la seule, d'ailleurs. Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse aussi fait très bien dans ce sondage-là. Donc, malgré certaines décisions controversées, on pense aux restrictions budgétaires en éducation, les Néo-Brunswickois semblent très satisfaits de leur gouvernement pour l'instant. Alors, je ne sais pas si ce gouvernement est encore en lune de miel, mais il a encore un gros bénéfice du doute de la population. Il a son appréciation. Et puisqu'on parle de restrictions en éducation, un café aussi pour la ministre de l'Éducation, Claire Johnson. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais une nouvelle importante. Elle vient d'ajouter 14 millions de dollars pour les districts scolaires. Elle avait demandé des restrictions importantes dans les budgets. Ça fait beaucoup réagir. Il y avait déjà des postes qui avaient commencé à être éliminés. Alors, Mme Johnson réduit l'ampleur des compressions budgétaires qui sont réclamées aux districts. J'ai l'impression que ça va continuer, ça va contribuer à mettre fin à la grogne. Il y a quand même des décisions extrêmement difficiles qui doivent être prises, mais soudainement, l'ampleur est beaucoup moins importante de ce qu'on parlait au début. La ministre a même dit, on n'a pas le moyen de le vérifier, mais que la plupart des demandes de fonds supplémentaires qui étaient précisément pour certains postes ont été acceptées par le gouvernement. Donc, si c'est bien le cas, normalement, on devrait voir cette grogne-là, cette controverse-là être mise de côté. Et ce qui est parfait pour le gouvernement Haut, qui, lui, a autre chose, d'autres enjeux que de gérer une crise en éducation. La ministre, en entrevue ce matin, qui convenait que les besoins sont grands, que dans certains districts, les besoins sont supérieurs à d'autres, qui insistait pour rappeler qu'il y avait un ajout de 200 millions dans le budget. Et lorsque je lui ai demandé, mais est-ce que c'est suffisant? Elle a opté pour une petite seconde ou deux de réflexion parce qu'effectivement, les besoins sont grands. Alors, on peut répéter qu'il y a un ajout dans le budget, mais pour certains, ce sera peut-être, et là, je prends ces mots, ce sera peut-être jamais assez. Et donc, oui, on se parle au moins, disons ça. Alex Villeneuve, on continue de suivre vos reportages à Ici Acadie. Bien sûr, François Gravel, de lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. Merci infiniment à tous les deux. Bon vendredi 13. Merci beaucoup. Oui, vendredi 13. Fallait le rappeler quand même. Merci à vous tous d'être à l'écoute du Café politique et bien sûr de votre matinale.